Droit fluvial. Introduction. 1. Origine et pertinence du cours. Le droit fluvial est à cheval sur plusieurs branches du droit. Droit administratif, droit de l'environnement, droit international public, droit des transports, droit privé. C'est autour du 19e que l'on voit apparaître la notion de droit fluvial. Le 29 avril 2009, le président Nicolas Sarkozy portait son choix sur le projet Seine Métropole. Ce projet consiste à faire du Havre le port avancé de Paris et de faire de la Seine le lien entre les deux villes, via Rouen, notion d'axe Seine. L'enjeu du développement du tracé fluvial est essentiel pour le port du Havre car, aujourd'hui, environ 85% des conteneurs partent sur des camions par la route contre seulement 9% par les voies navigables. Pour l'heure, il existe seulement le terminal multimodal du Havre géré par la société Le Havre Terminal Exploitation, LHTE. On peut évoquer le creusement du canal Seine-Nord-Europe, projet qui a pour objectif de raccorder la Seine aux ports maritimes européens qui font partie de la Northern Range. Il consiste en la création d'un canal à grand gabarit. C'est la société du canal Seine-Nord-Europe, EPIC, qui en assure la réalisation. Le transport fluvial est un mode de déplacement terrestre par voie d'eau, navigation intérieure, canaux, voies navigables, rivières, permettant le transport de marchandises ou de voyageurs. Il aurait un meilleur bilan écologique que le transport routier, moins de consommation d'énergie, moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de bruit, plus grande habitabilité, moins d'accidents. Il apparaît donc comme un outil important dans la lutte contre le réchauffement climatique. 2. L'importance historique des œuvres. Les œuvres revêtent une importance historique considérable. Il faut dire que les cours d'eau, rivières et œuvres ont toujours constitué un instrument du développement de la civilisation humaine. Les cours d'eau internationaux font parfois l'objet de conventions internationales. En eux, et, du point de vue du droit international public, l'eau est une ressource attachée au territoire d'un État dont il dispose souverainement, sauf qu'elle s'écoule et peut traverser d'autres États, ce qui contraint à négocier l'utilisation de ces eaux. C'est pourquoi d'ailleurs a été adoptée une convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux, le 21 mai 1997, entrée en vigueur le 17 août 2014. Page 1 sur 24. Droit fluvial. Les modes de transport fluvial ont été modifiés au gré des évolutions technologiques. On note que le transport de voyageurs est très ponctuel. Promenade fluviale, bateau-mouche et croisière fluviale, Rhin, Seine, Loire. À l'inverse, le transport de marchandises est très ancien et son développement a contribué à la naissance et à la prospérité économique de nombreuses villes riveraines. Dans l'époque contemporaine, le tourisme fluvial est devenu une nouvelle activité économique en développement sur les cours d'eau. Bateaux de plaisance privés, bateaux de location habitable, bateaux promenade, péniches hôtels et paquebots de croisière fluvial utilisent les voies d'eau. Avec environ 18 000 km de voies d'eau dont 500 km sont navigables, le domaine public fluvial français constitue un enjeu considérable. 3. L'identification du droit fluvial. Pour commencer, il faut définir ce qu'on entend par fluvial. L'adjectif fluvial désigne ce qui appartient à un cours d'eau mais aussi ce qui se situe, sur, dans, près d'un ou d'un cours d'eau. Le fluvial n'est donc pas limité au Toutefois, le est un cours d'eau bien particulier, caractérisé par sa grande longueur et largeur, ainsi qu'un débit important, des affluents, et il se jette généralement dans la mer. Le Code des transports, mais aussi le Code général des propriétés des personnes publiques sont désormais des volumes qui concentrent un ensemble ordonnancé de règles législatives et réglementaires relatifs au fluvial. L'entrée en vigueur du Code des transports par l'ordonnance du 28 octobre 2010 a entraîné l'abrogation du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. De manière accessoire, d'autres textes et codes font référence au fluvial tels que le Code de l'environnement. Page 2 sur 24. Droit fluvial partie 1. Réglementation des cours d'eau et voies navigables. Depuis la loi du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, on a une disposition dans le Code de l'environnement qui nous donne une définition des cours d'eau. Constitue un cours d'eau un écoulement d'eau courante dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit sans la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. L. 215-7-1. Cette définition ne nous renseigne pas sur le régime juridique qui pourrait s'appliquer. On a donc une
Mission physique, sans présentation de caractéristiques juridiques. Chapitre 1. Le statut juridique des œuvres et autres voies navigables. En droit romain, on appréhendait déjà le statut juridique des œuvres. On distinguait l'eau et les voies d'eau d'autre part. L'eau avait le statut de ré communis et les cours d'eau le statut de ré publica, domaine public. Le droit romain cherche surtout à protéger la navigabilité de la voie d'eau, ne faire rien dans un œuvre publique ou sur sa rive pour détériorer le stationnement ou le passage d'un navire. L'Ancien Régime reprend les règles romaines. Une ordonnance de Colbert du 13 août 1669, édit de Saint-Germain, forme la propriété de la couronne de tous les œuvres et rivières portant bateau et reprend l'interdiction de faire bâtir tout type d'ouvrage ou de jeter toutes sortes de choses dans les œuvres et rivières navigables et potables. Devenu domaine de la nation à la Révolution française, le domaine public est longtemps défini comme recouvrant les biens qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée. La détermination du domaine public uvial va évoluer et va quitter le seul critère physique pour aller sur un critère plus administratif, le classement. Plusieurs textes vont intervenir en ce sens. L'ordonnance royale du 10 juillet 1835 qui fournit un tableau portant désignation des éléments qui seront exploités au pro de l'État. La loi du 8 avril 1898 qui distingue deux catégories de voies d'eau, les voies navigables, droit public, et les voies potables, droit privé. Page 324. Droit fluvial. Le statut juridique est un ensemble de règles qui définit la condition juridique et le régime juridique d'une chose, d'une institution ou d'une personne. Nous verrons que c'est l'appartenance ou non d'un cours d'eau au domaine public qui détermine les règles juridiques applicables. Section 1. La consistance du domaine public uvial. La définition du domaine public repose sur l'article L. 2111-1 du CG3P. Le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit équipés à l'usage direct du public, soit équipés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. Le domaine public uvial est un domaine public spécial qui se divise en un domaine public uvial naturel et artificiel. 1. Le domaine public naturel. Distinction cours d'eau domaniaux et non domaniaux. Selon l'article L. 2111-7 du CG3P, le domaine public uvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui ont fait l'objet d'un classement. Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux. Les cours d'eau qui ne sont pas classés sont donc des cours d'eau non domaniaux. Ils ne sont ni navigables, ni potables, ruisseaux, torrents, rivières. Les riverains sont propriétaires de la berge et du lit du cours d'eau jusqu'en son milieu. Ils ont le droit de prendre, dans la partie du lit qui leur appartient, tous les produits naturels, vases, sable, pierres. En cas de décision de classement d'un cours d'eau dans le domaine public uvial, les propriétaires riverains perdent alors leur droit de propriété sur le lit du cours d'eau. Toutefois, en application de l'article 556 du Code civil, ces propriétaires continuent à protéger des alluvions. B. La composition du domaine public uvial naturel. Nous l'avons déjà dit, le domaine public uvial se compose des cours d'eau domaniaux, appartenance à État ou collectivité. Plus classement. Néanmoins, en pratique, la distinction n'est pas si simple et génère du contentieux. Page 4/24. Droit fluvial, Conseil d'État, 29 juin 2020. 3 riverains de l'Erdre contestent les arrêtés du président du Conseil général de la Loire-Atlantique ayant délimité le domaine public uvial de l'Erdre sur le territoire des communes de Sucé-sur-Erdre, La Chapelle-sur-Erdre et Carquefou. Le CE s'est appuyé sur l'ordonnance du 10 juillet 1835 pour confirmer que l'Erdre faisait bien partie du domaine public uvial. Conseil d'État, 6 novembre 1998, Association amicale des bouquinistes des quais de Paris. Le Conseil d'État juge que la partie des quais de la Seine où exerçant les bouquinistes ne relève pas du domaine public uvial. Le maire de Paris est donc compétent pour édicter le règlement des bouquinistes prévoyant les modalités de délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public. C. La délimitation des cours d'eau domaniaux. La délimitation des cours d'eau domaniaux est un sujet important car elle concerne l'étendue et donc les limites du domaine public. Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant du déborder. Autrement dit, l'étendue d'un cours d'eau n'est pas limitée à l'eau, on inclut le lit, les berges, les lacs domaniaux. Ce critère des plus hautes eaux est parfois adapté pour tenir compte des conditions de marée, ex, Dordogne.
La délimitation intervient également en profondeur. L'intégrité du lit du EV garantit contre son exploitation sans autorisation. Nul ne peut en extraire des matériaux sans autorisation, sinon contravention de grande voirie. Les limites du domaine public UVIAL sont fixées par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'État et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements. 2. Le domaine public UVIAL ciel. L'article L. 2111-10 du CG3P liste les éléments du domaine public UVIAL ciel. Les canaux appartenant à une personne publique et classés dans le DPF. Les ouvrages et les installations appartenant à des personnes publiques et servant à la navigation, l'alimentation en eau. Page 524 droit fluvial, les biens immobiliers qui permettent de faire fonctionner les ports intérieurs, ex. Écluse, CE, 19 octobre 1956, Société Le Béton. Il est possible de rattacher les ports UVIO au domaine public, UVIAL en particulier au domaine public, UVIAL ciel. Section 2. La propriété du domaine public UVIAL 1. Diversité des propriétaires. Aujourd'hui, la très large majorité des cours d'eau domaniaux appartient à l'État et se retrouve gérée par l'établissement public Voies navigables de France, VNF. L'État a décidé de ne plus les exploiter lui-même mais de les confier à VNF pour qu'il les valorise. La loi prévoit que les cours d'eau domaniaux sont transférables en pleine propriété aux collectivités territoriales, sauf ceux d'intérêt national ou situés à l'intérieur d'un port maritime. Cette possibilité est assez récente et fait suite à la loi des années 80 qui leur transférait seulement la gestion. La procédure de transfert est prévue par la loi, détail de la procédure inutile. Le transfert peut s'opérer après quelques années d'expérience, maximum 6 ans. En pratique, cette procédure n'a pas beaucoup de succès car il s'agit plus d'un transfert de charges que de recettes. Quelques exemples. En 2008, le Conseil général de Loire-Atlantique est devenu propriétaire et gestionnaire des voies UVIAL de Loire-Atlantique. La région Bretagne-Béné, d'un transfert progressif du canal de Nantes à Brest, 39. La métropole de Lille est propriétaire du canal de Roubaix depuis 2013. On ajoutera pour conclure que la loi d'orientation des mobilités, dite LOM, du 24 décembre 2019 ajoute à la liste des personnes morales susceptibles de devenir propriétaires du domaine public UVIAL les syndicats mixtes. 2. L'émission du propriétaire du DPF. Aménagement et exploitation du DPF, L. 2124-6 du CG3P. Accord des autorisations pour l'utilisation privée du DPF. Le propriétaire doit respecter les règles juridiques notamment en matière de protection de l'environnement. Conseil d'État, 20 mai 2011, communauté d'agglomération du lac du Bourget, cette communauté, EPSI, avait construit un port de plaisance de 60 anneaux, avec zone de pique-nique et un port sec de 16,000 mètres de. Une autorisation avait, page 624 droit fluvial était donné, arrêté préfectoral, mais les travaux étaient réalisés dans la zone naturelle d'un espace remarquable, le lac du Bourget. La communauté a été condamnée par la CA de Lyon en 2009 puis par le CE en 2011 à une remise en état des lieux. On doit concilier la mission d'exploitation et protection environnement. Dans quel périmètre l'exploitant peut-il exercer ses prérogatives? Conseil d'État, 23 octobre 1998, Guillot. La commune de Nogent-sur-Marne installe des grilles sur le DMF pour fermer l'accès au ponton du port de Plaisance. Un riverain restaurateur demande l'annulation de cette autorisation municipale. Le TA de Paris rejette sa requête. A contrario, le CE va accueillir sa demande en considérant que la commune a réalisé cet aménagement sur une dépendance du DPF non concédée à la commune, le maire a donc méconnu les dispositions légales et excédé ses pouvoirs. Section 3. Le classement d'un cours d'eau. Le classement est une décision administrative qu'on qualifie d'une décision d'espèce, ni individuelle, ni réglementaire. Elle se rapporte donc à une situation particulière. 1. Le motif du classement. Pourquoi et sur quel motif l'administration décide de classer? L. 2111-12 du CG3P, alinéa 1. Le classement dans le domaine public UVIAL d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononcé pour un motif d'intérêt général relatif à la navigation, à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, à l'alimentation des populations ou à la protection contre les inondations. Remarque. Le motif d'intérêt général a un objet large. On peut classer un cours d'eau en entier, juste une section, ou un canal.
Le classement consiste donc à rattacher un élément au DPF sans considération de ses caractéristiques physiques mais uniquement car il est éclaté à une utilité publique. Le motif d'intérêt général peut être retenu dans différents cas, ce qui peut faire apparaître des surutilisation de l'eau, navigation vs agriculture. Page 724 droit fluvial 2, la procédure de classement. Le classement est prononcé par décision de l'autorité administrative compétente, et après enquête publique. Les assemblées délibérantes des collectivités sur lesquelles se situe la partie à classer doivent également rendre un avis. Le comité de bassin, circonscription du bassin hydrographique, compétent doit aussi rendre son avis. On compte 6 bassins sur la France dont le bassin Seine-Normandie. Le classement est prononcé par le préfet coordinateur de bassin. L'enquête administrative se déroule selon les dispositions du Code de l'environnement et doit comprendre des éléments précis, pas importants à retenir mais ce sont le plan de situation, la notice descriptive des caractéristiques géographiques de la partie à classer. 3. Le déclassement. Les personnes publiques ne sont pas contraintes de conserver toutes les dépendances qui se trouvent dans le DPF. Elles peuvent les transférer dans leur domaine privé ou les céder. Le CG3P prévoit des régimes différents. Un cas général, sortie du DP en général, et un cas spécial, sortie du DPF. A. Le cas général. La sortie du domaine public. Un bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. Il faut donc une affectation et un acte administratif pour le faire sortir. Qui décide? La personne publique propriétaire du bien. Quels on restitue le bien dans le régime de la propriété commun. Le bien perd donc son caractère inaliénable. B. Le cas spécial. La sortie du domaine public uvial. Les articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du CG3P prévoient que les éléments matériels de la désaffectation ne sont pas requis. La règle exige une décision de déclassement sans qu'il soit besoin de constater une désaffectation du bien par rapport à l'utilité publique. CA2 Douai, 31 octobre 2018, une maison et plusieurs n'étaient plus affectées à sa destination mais en l'absence d'une décision de déclassement, elle reste inclue dans le DPF. Page 8 sur 24 droit fluvial. La procédure de déclassement implique une enquête publique. L'acte de déclassement doit identifier très précisément la dépendance du DPF qui est concernée. Est juridique. L'article L 2142-2 indique que les parties naturelles déclassées intègrent les cours d'eau et lacs non domaniaux et que les autres parties sont placées dans le domaine privé de la personne propriétaire. Exemple. Arrêté du 5 novembre 2020, il déclasse des parcelles gérées par VNFA, de les vendre pour alimenter le budget de l'établissement. Arrêté de la ville de Paris en 2010. Il déclasse une zone 20 000 m² le long du canal de l'Ourcq, car la ville constate qu'elle n'en a plus besoin. Section 4. La protection du DPF. Le DPF doit être protégé contre des utilisations ou appropriations abusives car il est affecté à une utilité publique. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont considéré que cette protection était une exigence constitutionnelle. Le propriétaire d'un bien appartenant au domaine public ne peut pas bénéficier de l'usu car c'est le public qui en bénéficie. Du fructu car beaucoup de biens publics sont improductifs, jardins, trottoirs. De l'abusu car il ne peut aliéner le bien. 1. L'existence de servitudes administratives, L. 2131-2. La servitude de marchepied. Les propriétaires riverains d'un cours d'eau domanial ne peuvent planter d'arbres ou haies qu'à une distance de 3,25 mètres. Cet espace est laissé à l'usage du public et de l'exploitant. Cette servitude doit être en continu, sur toute la longueur du cours d'eau ou du lac. La servitude de halage. Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation, de laisser le long des bords des dix cours d'eau, un espace de 7,80 mètres de largeur. L'ouverture au public peut être restreinte pour des motifs d'intérêt général ou des motifs de sécurité. Page 9 sur 24 droit fluvial 2, l'obligation d'entretien du DPF. Avant, on appelait cette obligation de curage. C'est une obligation légale qui repose sur la personne publique propriétaire, L. 2124-11 du CG3P. Dans certains cas, des tiers peuvent être appelés à participer au lancement de ces travaux. Le défaut d'entretien normal du domaine public entraîne la responsabilité pour
faute présumée de la personne publique gestionnaire, ou béné. Ceux des usagers victimes. Illustration. CE, 2 mars 1984, syndicat intercommunal de l'Yonne, une entreprise subit un préjudice du fait de la crue de la rivière Yonne. La décision a abouti à un partage de responsabilités entre la ville de Marseille, l'État et le syndicat intercommunal en raison d'une absence de curage et d'entretien du cours d'eau. 3. La police de la conservation du DPF. La police de la conservation s'analyse comme une police administrative spéciale, qui vise à préserver l'intégrité matérielle du domaine public, ex. Interdiction de stationner sans autorisation sur l'ODMF. Le non-respect des règles visant à protéger l'intégrité ou de l'utilisation du domaine public sont appelées contraventions de grande voirie. A. Les atteintes au domaine public. Uvial. Ces atteintes sont punies d'amende administrative, de 150 à 12 000 euros, auxquelles peuvent s'ajouter des sanctions pénales ou des obligations de faire, ex. Remise en état. Cas des épaves. Le CG3PD. Ni les épaves. Uvial comme tout bateau abandonné sur le DPF. L'abandon peut résulter de deux causes, défaut d'autorisation d'occupation du DP ou une existence de mesures de manœuvre ou d'entretien. Pour retirer une épave, il faut d'abord un constat d'abandon chez sur le bien, abandonné mais surtout noti, et au dernier propriétaire connu, lequel sera mis en demeure. Puis, si aucun propriétaire ne se manifeste pendant une période de 6 mois, l'autorité compétente déclare l'épave abandonnée et il en transfère la propriété à l'autorité gestionnaire du domaine public. Uvial. Celui-ci peut alors soit procéder à la vente de l'épave, soit la détruire si aucune valeur marchande ne justifie sa mise en vente. Page 10 sur 24 droit fluvial B. Les agents de constatation. La surveillance du respect des règles de protection du DPF est diverses. Autorités administratives, les collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres, mais ce sont aussi et surtout les agents de voies navigables de France, assermentés et commissionnés, qui sont compétents pour dresser les procès-verbaux et constater la plupart des contraventions de grande voirie. On citera également les agents des ports autonomes, UVIO sur le domaine qu'ils gèrent, de même pour ceux de la Société du Canal Seine-Nord Europe. On notera que le pouvoir de police administratif spécial est exercé, selon le cas, par la personne publique propriétaire du domaine public, uvial ou bien par son gestionnaire. Page 11 sur 24 droit fluvial chapitre 2, l'administration des voies navigables, dit. Errants intervenants vont gérer, administrer et exploiter les voies navigables. Ceux sont principalement des personnes publiques mais il peut aussi s'agir de personnes privées. Le principal intervenant est VNF. Établissement public qui gère 7000 km de cours d'eau et 40 000 hectares de domaine public. L'État gère moins de 1000 km de voies navigables. On peut également citer la Compagnie nationale du Rhône qui gère environ 500 km de voies, les grands ports maritimes, certaines collectivités, région Bretagne, Bourgogne, département des Pays de la Loire, et parfois même des établissements publics de coopération intercommunale, EPCI. Section 1. Les administrations de l'État compétentes en matière. Uvial 1. Les administrations centralisées. A. Les ministres. Le ministre concerné est le ministre des Transports. Il assure la direction des politiques publiques que l'État mène en la matière. Néanmoins, on peut observer qu'aujourd'hui la question des transports est aussi associée à la question de la transition écologique. Le ministre en charge de la transition écologique assure donc également la mise en place de la politique des transports. Même si les transports sont intégrés dans la transition écologique, c'est toujours quand même la dimension économique des cours d'eau qui est mise en valeur. B. Les services administratifs placés sous l'autorité du ministre de l'État, la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, DGITM. Elle prépare les textes réglementaires relatifs à la navigation intérieure. Elle assure au nom de l'État la tutelle sur VNF. Au sein de cette DG, on a la Direction des services de transport, DST, qui s'occupe du UX et la Direction des infrastructures de transport, DI, qui s'occupe des investissements de la superstructure du réseau, UVIAL. Le service SORMA, Centre d'études et d'expertise sur le risque, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, EP. Page 12 sur 24 droit fluvial 2, l'administration déconcentrée. La déconcentration est le fait d'organiser l'administration de l'État à un échelon inférieur à celui national. Comment l'État en matière UVIAL agit-il de manière déconcentrée? L'État a créé par décret du 3 décembre 2009 les directions départementales des territoires, DDT, et directions départementales des territoires et de la mer, DDTM. Ces administrations mettent en œuvre la politique de l'État en matière maritime, pêche, culture,
Elles interviennent également en matière de transport, pour assurer la police de la navigation et pour gérer les autorisations de navigation, immatriculation, permis. Elles jouent aussi le rôle de centre instructeur de sécurité UVIAL pour certains départements. Section 2. Voies navigables de France, VNF. 1. L'origine et les évolutions statutaires de VNF. A. L'Office national de la navigation, ONN. L'Office a été créé en 1912 par l'État, à la demande du ministère en charge des Travaux publics. Dès 1912, le législateur l'adopte d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. Sa mission était de développer la navigation UVIAL et d'améliorer l'exploitation des voies navigables. Son statut sera intégré au Code de la navigation intérieure. On y lit que l'ONN est un EPIC. Le Code lui donne 3 fonctions principales. Une fonction normative, une fonction réglementaire et une fonction opérationnelle d'exploitation des voies, des ports, UVIO. B. La création de VNF. Sa création remonte à 1991 avec la LOLF du 29 décembre 1990 qui crée un nouvel EPIC pour exploiter, entretenir, améliorer, développer et promouvoir les voies navigables. En 1991, le ministre de l'époque, Michel Rocard, veut regrouper les missions d'exploitation commerciale des voies navigables et la gestion d'infrastructures du réseau des voies navigables. On remplace donc l'Office national de navigation par VNF. En 2011, l'ambition est de transformer le statut de VNF d'un statut d'EPIC à un statut d'EPA. On veut aussi transformer VNF en une agence nationale de voies navigables. L'objectif est d'élargir les missions de cette nouvelle structure et notamment développer le transport UVIAL et l'intermodalité, impulsée par la réforme portuaire. Page 13 sur 24 droit fluvial. La loi du 24 janvier 2012 relative à VNF est finalement adoptée, au 1er janvier 2013. VNF devient un établissement public administratif. À cette occasion, la loi opère le transfert de plusieurs milliers d'agents de l'État qui rejoignent VNF. 2. Les missions du VNF A. Les missions générales de VNF. L'article L. 4311-1 du Code des transports. C'est les missions générales. Exploitation, entretien, extension, promotion des voies navigables, en régie directe, c'est-à-dire par l'administration même de VNF ou par des personnes morales de droit public ou sociétés contrôlées par VNF. Entretien et surveillance de la gestion hydraulique, conciliation des dits et rangs usages. Développement durable et aménagement des territoires. VNF poursuit également un rôle d'étude, de conseil et d'expertise technique pour les administrations de l'État en matière de navigation intérieure. Il coopère également avec d'autres organismes étrangers notamment au niveau européen. B. Les prérogatives particulières de VNF, proposer des prestations aux collectivités territoriales ou groupements. Gérer les participations de l'État dans les entreprises ayant un lien avec la navigation UVIAL. Gérer les constructions, autant et le matériel intéressant la navigation intérieure. Gérer la question des déchets produits à l'occasion de l'activité de navigation UVIAL. Exploiter l'énergie hydraulique sur les voies navigables, sans nuire à la navigation. Créer des liales ou prendre des participations dans les sociétés qui ont trait à la navigation UVIAL. 2 exemples. VNF passe contrat par le biais d'une charte de partenariat avec la métropole de Lyon pour la période 2016-2020. L'objet de la charte est d'aménager les rives du Rhône et de la Saône. VNF a créé une liale qui lui permet de participer à des opérations d'aménagement foncier. Filiale créée avec la Caisse des dépôts et consignations qui s'appelle Rives et Développement qui permet à VNF de réaliser des opérations d'aménagement d'un port à Lyon. Page 14 sur 24 droit fluvial 3. Organisation et fonctionnement de VNF A. L'organisation administrative de VNF. Le siège de VNF est dans le nord, à Béthune. VNF comprend 6 directions fonctionnelles et 7 directions territoriales. Aujourd'hui, VNF emploie un peu plus de 4000 agents de droit privé, droit public et fonctionnaires. VNF est dirigé par un conseil d'administration, CA, composé de 9 représentants de l'État, 8 représentants du personnel et 9 personnalités qualifiées pour les missions du VNF. Le conseil est dirigé par un président nommé par décret, pour 5 ans. L'actuel président est Laurent Hénard. Son rôle est de définir la politique générale de l'établissement, qui sera ensuite mise en œuvre par le DG. Le CA peut créer des commissions territoriales de voies navigables. Elles sont composées par des élus locaux, représentants des agents de l'eau, les chambres consulaires, représentants des GPM, représentants des concessionnaires des voies navigables, représentants des professionnels du transport,
Uvial, représentant des usagers du transport, représentant des associations de protection de l'environnement, cet organe permet de discuter ensemble d'un objet commun quelle que soit l'institution que l'on représente. Les commissions territoriales assistent le DG dans l'exercice de ses missions. Elles donnent des avis sur les questions qui leur sont soumises. Toutefois, ces commissions territoriales n'ont pas de pouvoir décisionnel, elles n'ont qu'un rôle consultatif. Le DG a un rôle plus opérationnel que le président puisqu'il doit exécuter les décisions prises par le conseil d'administration. Le DG est aussi celui qui a l'autorité sur les personnels de VNF. Le dernier organe de VNF sont les instances sociales qui ressemblent à ce qu'on trouverait dans une administration classique en tant que comités sociaux. Ces instances sociaux ont un rôle très important puisqu'elles reprennent les missions du CHSCT en créant une formation spécialisée sur la sécurité et les conditions de travail. B. Les ressources financières de VNF. VNF est un établissement public disposant de la personnalité juridique et donc d'une autonomie financière. Il va donc devoir lui-même réaliser des dépenses, financer l'entretien des voies navigables et trouver des recettes. L'article L. 4316-1 énumère les ressources de VNF. Redevance de prise et de rejet d'eau, redevance pour emprise sur le domaine, péage, aliénation des biens meubles et immeubles, concession, legs, produits de placement, dotation reçue de l'État, les emprunts. Page 15/24 droit fluvial 1, les ressources d'origine. SCAL. Ces ressources sont les plus importantes pour VNF même s'il n'a pas le pouvoir de lever l'impôt. Ces ressources sont versées par l'État sous forme de subventions pour charges de services publics 46% et par l'Agence de financement des infrastructures de transport sous forme de fonds de concours 18%. 2. Les ressources d'origine commerciale. Ce sont des ressources qui sont des produits de l'exploitation du domaine public. Uvial. Ex. Recettes tirées des péages, 3%, redevance pour occupation du domaine public. Uvial, 5%, redevances hydrauliques, 5%, produits des droits de pêche ou de chasse, vente de prestations, produits financiers, placement, contrat de concession. C. La tutelle administrative de l'État, première manifestation. On a 9 représentants de l'État dans le CA et un commissaire du gouvernement. Ce dernier peut se faire communiquer des documents et s'opposer à des délibérations du conseil d'administration. Deuxième manifestation. Certaines délibérations sont transmises au ministre en charge des Transports pour approbation. Troisième manifestation. L'État oblige les établissements publics à signer avec lui un contrat d'objectifs et de performance. Pour le cas de VNF, c'est un contrat de 10 ans actualisé tous les 3 ans et qui comprend une trajectoire financière répondant à une logique de soutenabilité financière. Le contrat c'est des objectifs à l'EPD, ni les moyens à lui donner. Quatrième manifestation. VNF est soumis au contrôle budgétaire et à la comptabilité publique. Section 3. Les autres intervenants gestionnaires de VNF 1. Les exploitants publics. A. Les établissements publics territoriaux de bassin. Ce sont des établissements publics créés sur le fondement du Code de l'environnement, à l'initiative des collectivités territoriales qui décident de s'associer pour gérer ensemble plusieurs missions à l'échelle d'un bassin hydrographique, prévention des inondations, gestion des ressources en eau, gestion des zones humides. Page 16/24 droit fluvial. En France, on compte 23 établissements publics territoriaux de bassin. On peut prendre en exemple le cas particulier de la Dordogne. L'établissement public territorial de la Dordogne, Épidore, regroupe plusieurs départements, Cantal, Corrèze, Lot, Dordogne, Gironde et Charente, et une région, l'Aquitaine. Pendant 5 ans, Épidore a expérimenté la gestion du domaine public Uvial. Il s'agissait d'une partie des canaux exploités par VNF mais qui ne présentant pas d'intérêt commercial pour eux mais un intérêt touristique pour le département de la Dordogne. Au 1er janvier 2021, Épidore est devenu propriétaire et gestionnaire de ces voies. B. Les grands ports maritimes. Les grands ports maritimes ont pour mission de gérer les réseaux uviaux situés à l'intérieur de leur domaine portuaire. D'ailleurs, parmi les représentants de l'État qui siègent au CA de VNF, 2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des Transports dont un parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes. C. La Commission centrale pour la navigation du Rhin, CCNR. C'est un cas particulier car le Rhin fait l'objet d'une réglementation particulière, étant un œuvre transfrontalier. Cette commission très ancienne existe depuis 1815 à N d'assurer la liberté de navigation et la sécurité de la navigation sur le Rhin. Cette commission est un organe à double visage puisqu'elle est diplomatique,
Suisse, France, Allemagne, Belgique et Pays-Bas, mais dispose aussi de la personnalité juridique et d'une propre administration. La CCNR coopère avec l'UE dans le domaine de la politique européenne des transports puisque le Rhin est un maillon essentiel du réseau de transport européen. 2. Les exploitants privés. A. La Compagnie nationale du Rhône. C'est une société privée créée en 1934 qui a reçu concession du Rhône pour 10 errantes missions. En principe, la concession était prévue pour 90 ans, jusqu'au 31 décembre 2023. C'est une société anonyme depuis 2003. Son actionnariat est majoritairement public, 51%, les autres actionnaires sont en J, 49%. B. EDF. Sur le Rhône, EDF dispose également d'une concession pour exploiter l'ouvrage hydraulique de Cussey. C'est une concession dont le terme est au 31 décembre 2041. Page 17-24 Droit fluvial chapitre 3. Les ports. UVIO. Il n'y a pas de mission légale des ports. UVIO. Le législateur selon les codes et les périodes ne les appelle pas toujours ports. UVIO, il parle de ports intérieurs ou de ports publics situés sur les voies navigables. Toutes ces expressions désignent la même chose, c'est-à-dire les ports qui permettent d'abriter les bateaux qui naviguent sur les voies intérieures et qui permettent également les opérations liées au chargement-déchargement des marchandises. Cette absence de mission trouve des conséquences sur le terrain jurisprudentiel. Parfois la loi va prendre en considération des réalités physiques, géographiques entre l'aspect uvial du port et l'aspect maritime du port. Un rapport de 2014 du Conseil sur le développement durable des et les ports intérieurs comme étant constitués par un ensemble de biens fonciers et d'installations placés ou pas sous la main d'une même autorité gestionnaire et aménageuse. Certaines missions mettent donc l'accent sur l'aspect logistique du port uvial, d'autres vont mettre l'accent sur l'aspect juridique du port uvial. Section 1. Les catégories de ports uviaux. 1. Les ports uviaux autonomes. Ces ports uviaux autonomes s'apparentent aux grands ports maritimes. Il y en a 2. Le port autonome de Paris et le port autonome de Strasbourg. Ces ports autonomes uviaux restent la propriété de l'État et ne peuvent faire l'objet d'un transfert de compétences à une collectivité territoriale ou un groupement. Pour le cas du port autonome de Paris, son statut est précisé dans le Code des transports. Par une ordonnance du 19 mai 2021, le port autonome de Paris a fusionné avec le grand port maritime de Rouen et du Havre pour devenir Harepa-Port. Le port autonome de Strasbourg demeure et n'a pas fait l'objet de transformation statutaire. C'est un établissement public administratif depuis 1924. Il dispose de 2 liales, une première en charge des terminaux à conteneurs et une seconde en charge des bateaux promenades à Strasbourg, tourisme. Ce qui est intéressant dans le port de Strasbourg est la manière dont il est géré. Il y a un CA et un directeur général. Le conseil d'administration est composé de 6 représentants de la ville de Strasbourg désignés par le conseil municipal et 6 représentants de l'État. Il y a aussi un représentant de la chambre de commerce de l'industrie, des représentants des collectivités territoriales concernées, des représentants des salariés du port de Strasbourg et 3 représentants du port. Page 18-24 Droit fluvial Kiel qui est un port allemand. Le PCA est désigné parmi les représentants du conseil municipal de Strasbourg et le vice-président du conseil d'administration est désigné parmi les représentants du gouvernement. Le DG est nommé par décret. 2. Les ports uviaux concédés. Les ports uviaux ont souvent été concédés à des exploitants privés. 10. Errants. Montages sont possibles pour gérer un port uvial. On peut recourir aux chambres de commerce et d'industrie qui sont des EPA. On peut ne pas transférer la gestion de l'exploitation intégrale du port, mais seulement externaliser la gestion de l'outillage. Par exemple, la Chambre de commerce et de l'industrie de Saône-et-Loire bénéficie depuis 1942 d'une concession d'outillage public du port de Chalon-sur-Saône. La concession peut bénéficier aussi à une entreprise privée. C'est le cas du port de Mans qui est géré par une entreprise privée suite à un contrat de délégation de service public. Elle peut aussi bénéficier à un syndicat mixte ouvert, collectivité territoriale, EPSI, EP. On peut citer en exemple le syndicat mixte ouvert des ports lorrains qui a été créé par la région Grand Est. Soit le syndicat mixte va exploiter lui-même le port uvial avec sa propre administration et ses propres services, soit il va procéder à un appel à la concurrence dans le but de sélectionner un opérateur économique portuaire pour créer une nouvelle structure juridique, Société d'économie mixte, SEMOP. Le syndicat mixte des ports du Sud-Alsace a décidé de créer la SEMOP Euro-Rhin. Il y a des conditions de création d'une SEMOP par les collectivités territoriales.
créé que dans le cadre des compétences de la collectivité territoriale. Présence d'un actionnaire sélectionné après une mise en concurrence. La collectivité territoriale ou le groupement doit détenir entre 34 et 85% du capital de la SEMOT et détenir 34% des voix au moins dans les organes délibérants. La part de capital qui revient aux actionnaires ne peut être inférieure à 15%. 3. Les ports. UVIO privé. C'est un port aménagé par un opérateur économique pour son propre usage. Soit, les entreprises s'installent directement sur les terrains appartenant au domaine public. Page 19 sur 24 droit fluvial, soit elles s'installent sur les terrains privés près de la voie d'eau. Il faut donc une autorisation d'utilisation du domaine public pour pouvoir être raccordé à la voie d'eau. Par exemple, à Avignon, l'armée française possédait des terrains à l'île de la Barclasse. Elle a décidé de désaffecter ces terrains n'ayant plus d'utilité militaire. C'est une personne privée qui les a rachetés. Section 2. Les ports. UVIO et domaine public. UVIAL. 1. Le domaine public. UVIAL arti. Ciel. Les ports situés sur les voies navigables appartiennent au domaine public. UVIAL. Arti. Ciel. CG3P. CF. Décision du Conseil d'État. 19 octobre 1956. Société Le Béton. 2. Les autres éléments du domaine public. UVIAL arti. Ciel. Les ouvrages qui sont liés à la navigation. UVIAL sont considérés comme étant des dépendances du domaine public. UVIAL, digues, entrepôts, caves, maisons d'éclusiers. A contrario, les ponts qui sont situés au-dessus des voies navigables ne font pas partie du domaine public. UVIAL, CE 26-7. 2001, département de la Saône. La proximité géographique n'entraîne pas la qualification de dépendance du domaine public. UVIAL. Il faut que l'élément ait une utilité directe pour la navigation. UVIAL pour intégrer le domaine public. UVIAL, CA de Marseille en 2019. Page 20 sur 24 droit fluvial partie 2. La réglementation relative aux activités. UVIAL. Chapitre 1. Le bateau. Le Code des transports, article L. 4003, nous indique que le bateau est toute construction autant destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer. Le bateau se distingue des engins. Autant, établissement. Autant, matériel. Autant, de manière synthétique, on peut dire que les bateaux sont ceux qui utilisent, de manière habituelle les canots ou rivières. Navigation maritime. Les bateaux de transport de marchandises se divisent en deux grandes catégories. Les automoteurs, construits pour naviguer par ses propres moyens, et les pousseurs, système de propulsion mais pas de système de chargement. Les bateaux seront identiques et partiront vers leur largeur, leur longueur. Ces caractéristiques physiques sont importantes car les règlements de navigation permettent d'autoriser ou d'interdire la navigation de tel ou tel type d'embarcation. À l'inverse, des textes définissent des prescriptions techniques pour permettre à certains bateaux de naviguer dans certaines zones, Zone 1, pont de Normandie jusqu'à l'estuaire. Section 1. L'identification du bateau. 1. L'immatriculation. L'immatriculation est l'inscription du bateau sur un registre national informatisé, tenu par le ministre en charge des Transports. On y trouve un certain nombre d'informations relatives à la fois aux propriétaires et au bateau. C'est une obligation légale qui incombe aux propriétaires du bateau. Certains bateaux doivent obligatoirement être immatriculés en France, ce sont ceux qui appartiennent pour au moins la moitié à des personnes physiques de nationalité française et qui ont leur résidence habituelle en France, ou bien à des personnes morales ayant leur siège en France et la direction principale de leurs affaires. Pour les bateaux de plaisance, le Code des transports prévoit un régime alternatif à l'immatriculation, l'enregistrement. L'obligation d'immatriculation entraîne pour le bateau l'obligation de détenir à bord le certificat d'immatriculation, ou en plaisance, la carte de circulation. La loi prévoit des sanctions pénales en cas de manquement aux obligations d'identification, absence de documents, double immatriculation, pas immatriculé. Page 21 sur 24 droit fluvial 2, le jaugeage du bateau. Le jaugeage a pour objet de déterminer le volume d'eau déplacé par un bateau en fonction de son enfoncement. Le jaugeage va permettre de déterminer les caractéristiques techniques, longueur, largeur, enfoncement maximal, masse de marchandises maximum. Logiquement, le jaugeage intervient préalablement à l'immatriculation ou à l'enregistrement. Des organismes de contrôle vont effectuer des mesures selon des prescriptions fixées par la Convention internationale de Genève de 1966. L'obligation de jaugeage oblige le bateau à avoir à son bord le certificat de jaugeage.
C'est asserti. Cas qui est valide 15 ans et qui peut être maudit. Et si les spécifications du bateau évoluent. 3. Les marques d'identification du bateau. La présence de ces marques sont liées à l'identification du bateau en France, puisque la loi oblige les bateaux à porter les marques extérieures identification, désignation, numéro d'immatriculation. Pour les bateaux de plaisance, il y a aussi une obligation de porter des marques d'identification, mais souvent c'est simplement le numéro d'enregistrement. Pour les menues embarcations, qui ne font l'objet ni d'une immatriculation ni d'un enregistrement, elles doivent tout de même comporter des marques d'identification, nom du bateau, devise. Les textes obligent même à faire apparaître quelque part sur la coque le nom et le domicile du propriétaire du bateau. Section 2. L'avis juridique du bateau. 1. Le régime de propriété du bateau. A. L'origine et la transmission de la propriété du bateau. L'aliénation d'un bateau fait l'objet d'un contrat écrit. Contrat oral. L'acquisition du bateau par contrat de construction est très utilisée en droit uvial. On peut dire que le bateau est en bien meuble par nature. Néanmoins, la loi permet de rapprocher les bateaux des biens immeubles. Pour rappel, l'hypothèque est une garantie que le créancier prend sur le bateau qui appartient au débiteur pour garantir le paiement d'une dette et ce, sans que le propriétaire ne soit dépossédé de son bien. Ici, on constate la particularité du statut juridique du bateau, puisqu'il est à la fois un bien meuble mais pouvant être hypothéqué, se rapprochant ainsi des biens immeubles. Page 22 sur 24 droit fluvial B, les cas particuliers de l'utilisation du bateau. Ce n'est pas toujours le propriétaire du bateau qui est l'exploitant du bateau. Le propriétaire du bateau peut louer le bateau selon les modalités différentes. Soit il loue le bateau coque-nu, la location coque-nu signifie qu'il loue un bien meuble et que l'exploitation du bateau loué est assurée par le seul locataire qui décide librement de l'exploiter. Le bateau est loué non armé, c'est-à-dire sans équipage, le locataire tire ses ressources et ses revenus des recettes de son activité d'exploitation du bateau et il supporte les charges d'exploitation du bateau. Il paye un loyer au propriétaire du bateau et doit assurer l'entretien du bateau également. Soit il loue le bateau à la part. C'est une pratique qui permet aux propriétaires de bateaux de s'associer avec un tiers et d'exploiter en commun le bateau et par conséquent cela permet de partager les coûts mais aussi le partage des bénéfices entre les associés. 2. Le régime de responsabilité du bateau. Le Code des transports évoque la question de l'abordage. Les conditions d'un abordage uvial sont les suivantes. Engin entrant en collision. Si l'abordage intervient entre les bateaux de navigation intérieure, alors il s'agit d'un abordage uvial, et si abordage de deux navires dans un égale abordage maritime. Établissement de la responsabilité. La Convention de Genève prévoit un dispositif de responsabilité pour faute. Il n'y a pas de présomption légale de faute. Lien de causalité sans entre le comportement fautif. La jurisprudence est intéressante puisqu'elle établit que le lien de causalité entre la faute et le dommage n'est pas nécessairement un lien de causalité direct. Par exemple, on peut considérer qu'il y a abordage uvial même s'il n'y a pas eu de collision, remous provoqué par les hélices d'un bateau, rupture des amarres d'un autre. Page 23 sur 24 droit fluvial chapitre 2. La navigation intérieure. La navigation intérieure suppose la détention des titres de navigation, du certificat de capacité à conduire les bateaux, titre de conduite, permis de conduire. Le Code des transports comprend un nombre assez important de dispositions relatives aux conducteurs et à l'équipage des bateaux. Concernant la navigation intérieure, la police administrative est réservée à l'État. Il est donc responsable de la police de la conservation du domaine public uvial, de la police de la navigation, de la police des eaux et des règles de sécurité. Les autorités réglementaires sont en charge de prendre le règlement général. Police de la navigation intérieure, la loi impose aux bateaux de disposer à bord d'un exemplaire de ce règlement. À ce règlement général s'ajoutent des règlements particuliers qui peuvent être adoptés par les autorités compétentes de l'État. À la lecture du règlement général, il semble que le tracé commercial soit prioritaire sur les autres activités uviales. Il y a aussi des dispositions sur les conditions d'interruption de la navigation. L'interruption de la navigation ne doit pas dépasser 4 heures par période de 24 heures. Le texte précise également que lorsqu'une interruption de navigation excède 2 heures consécutives, il est possible de prévoir un passage des bateaux de commerce. Ce qui importe ici est d'assurer la continuité de l'activité de navigation commerciale. En N, on peut dire qu'au-delà des autorités étatiques qui sont compétentes pour prendre des règlements sur la navigation, ce sont aussi les gestionnaires de la voie d'eau qui peuvent être compétents pour prendre de mesures temporaires qui concernent la navigation.
Ça peut être des mesures d'interruption de la navigation qui sont rendues nécessaires par des incidents d'exploitation, des travaux de maintenance, des événements climatiques, et page 24/24.